Hugo Botton qui mène actuellement, qui finit bientôt donc sa thèse CIFRE au sein du Compass. Donc il y a un bureau d'études qui est spécialisé notamment sur les QPV et qui va nous parler donc de son étude sur les QPV nantais à partir des données des bailleurs sociaux. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien mon écran? C'est bon. Ok, super. Du coup, et comme Paul l'a dit, je suis donc Hugo Botton. J'effectue une thèse CIFRE depuis maintenant 2 ans et demi, qui porte justement sur la thématique des mobilités résidentielles dans les quartiers prioritaires. Et cette thèse CIFRE, elle est cofinancée par le bureau d'études Le Compas et par Nantes Métropole. Et du coup, Nantes est un territoire privilégié pour l'étude. Du coup, cette thèse CIFRE, elle a pour point de départ plusieurs constats qui sont établis à partir de l'observation des fameux stocks d'habitants dans les quartiers, comme le disait Maximilien tout à l'heure. Le premier de ces constats, c'est la supposée, on verra en tout cas l'inefficacité de la politique de la ville, qui, comme chacune et chacun d'entre vous, fête régulièrement son anniversaire, en suivant le point de départ qu'on lui prend, c'est les 30 ans, les 40 ans, bientôt les 50 ans d'échec de la politique de la ville, puisque qu'on regarde différentes fragilités sociales, on voit qu'elles se concentrent globalement dans les mêmes espaces, dans les mêmes quartiers. Ici, je prends un exemple sur Nantes Métropole, qui du coup est le terrain principal d'étude de cette thèse. C'est le taux de chômage par quartier en 1990, qui est représenté sur cette carte, avec les quartiers les plus foncés qui ont les taux de chômage les plus élevés. Et si on reproduit cette même carte 30 ans plus tard, on a du coup celle de droite, où on ne va pas la commenter dans le détail, mais on voit que les zones les plus marquées par le chômage sont les mêmes en 2020 qu'en 1990. Du coup, ce qui mène à ces constats sur une inefficacité de la politique de la ville. Sauf que, comme ça l'a été dit déjà précédemment, ce ne sont évidemment pas les mêmes personnes qui résident dans ces quartiers-là à 30 ans d'écart. Il y a plein de chômeurs en 2020 qui étaient d'ailleurs même pas nés en 1990. Et du coup, se pose la question de la pertinence de ce constat-là, qui se base du coup sur l'observation des caractéristiques des personnes à différentes dates dans un quartier. Et une interprétation qui est faite de ce constat-là, c'est celle de l'assignation à résidence, qui est du coup un ennemi de notre président de la République, contre lequel il veut lutter. Et une assignation à résidence qui peut évidemment se comprendre dans un contexte où les coûts de l'immobilier dans les centres urbains augmentent, la liste d'attente sur le parc social augmente aussi. Au final, quelles perspectives sont accessibles aux habitants des quartiers prioritaires pour pouvoir déménager? Sauf que quand on regarde dans les chiffres, c'est ce qui est ressorti déjà des études qui ont été présentées par l'INSEE tout à l'heure, on voit que l'ampleur des déménagements est globalement similaire dans les quartiers prioritaires et dans leur environnement. En moyenne, on a à peu près 6 habitants sur 10 qui sont dans leur logement depuis moins de 10 ans. Et du coup, si ils ont des caractéristiques différentes, et notamment, il y a beaucoup d'études qui montrent qu'en général, les personnes qui sortent des quartiers prioritaires ont un niveau de vie qui est légèrement supérieur à ceux qui restent, et ils sont remplacés par de nouveaux habitants qui ont un niveau de vie inférieur. Peut-être que le constat sur l'inefficacité de la politique de la ville, il peut être revu en disant qu'il y a peut-être des personnes qui ont vu leurs moyens, leurs ressources économiques augmenter et qui ne sont simplement plus dans les quartiers au moment où on évalue l'efficacité de cette politique-là. Du coup, une petite image que je vous propose pour avoir en tête ce quartier en flux, c'est de comparer au final ces QPV à un tram, comme on le voit ici sur cette petite vidéo, où en fait, à chaque arrêt, on va avoir des passagers qui descendent, d'autres qui montent, autant que dans les quartiers, chaque année, on a des habitants qui sortent, d'autres qui s'installent. Et du coup, quand on veut regarder, par exemple, à qui bénéficient les transports en commun dans une ville, on va s'intéresser à tous les passagers qui ont pris le tram et pas que ceux qui sont dans un tram à un moment donné.
Autant que ici, on pourrait du coup se poser la question de regarder l'efficacité de la politique de la ville sur toutes les personnes qui sont passées par un quartier prioritaire à un moment donné. Du coup, 4 questions principales peuvent être posées à propos des mobilités résidentielles dans les quartiers prioritaires. Donc, qui s'installe dans ces quartiers? Donc, qui monte dans le tram, pour reprendre la métaphore de tout à l'heure? Qui en sort? Donc, qui en descend? Et d'où viennent les personnes qui s'y installent? Et où vont ceux qui en sortent? Donc, à quel arrêt certains sont descendus et d'autres sont montés? Et pour cela, du coup, le défi principal auquel j'ai fait face dans ma thèse, que Luc Guibard expliquera aussi juste après moi et qui a déjà été présenté par l'INSEE, c'est d'avoir des données qui permettent vraiment de pouvoir suivre le devenir des habitants. Pour cela, plusieurs conditions doivent être remplies par les données. D'une part, elles doivent suivre les habitants dans le temps, tout en renseignant leur lieu de résidence successif. D'autre part, il faut qu'elles puissent renseigner les caractéristiques des habitants pour qu'on puisse justement comparer les caractéristiques des habitants qui quittent les quartiers prioritaires à ceux qui s'y installent. Pour cela, plusieurs pistes ont été envisagées. L'exploitation de fichiers d'inscription scolaire, par exemple, puisque chaque année, on inscrit l'adresse dans laquelle un élève réside, sauf que du coup, elle ne permet pas de couvrir la totalité des habitants. Du coup, d'autres sources ont été exploitées qui étaient plus exhaustives. Les redirections de courrier, la poste, qu'on fait lorsqu'on change de logement, ou même les fichiers aux ouvertures et fermetures de compteurs d'eau. Il y a la même chose sur les compteurs d'électricité qui permettent du coup vraiment d'avoir une vision quasi exhaustive des déménagements. Le problème de ces deux sources étant qu'on a très peu d'informations sur les caractéristiques des ménages. Du coup, on couvre beaucoup de déménagements, mais on ne sait pas qui sont les personnes qui déménagent. Quel est leur niveau de revenu? Est-ce qu'ils sont au chômage ou pas? Est-ce que d'autres caractéristiques? Du coup, une piste a été explorée plus en détail, c'est celle des bailleurs sociaux, puisque je me suis rendu compte lors d'échanges avec différents agents travaillant chez des bailleurs que l'adresse des locataires qui quittaient un de leurs logements était récupérée à la fin de l'état des lieux ou dans une lettre de congé pour des finalités de gestion locative. Du coup, c'est pour pouvoir recontacter le locataire si en cas d'impayé, pour pouvoir rembourser une caution si besoin. Et du coup, cette information-là, dans notre cas, elle est extrêmement riche puisqu'elle nous permettrait, du coup, à des fins d'études cette fois, de pouvoir étudier les mobilités résidentielles. Et du coup, ce que j'ai fait dans le cadre de ma thèse, c'est que j'ai récupéré les données de 4 bailleurs sociaux à Nantes Métropole, qui sont les 4 principaux, qui couvrent plus de 90% du parc dans les QPV. Et donc ça me permet d'avoir une très bonne vision des locataires qui quittent un logement social. Et pour ceux qui s'installent dans un logement social, j'ai pu bénéficier du travail du CREA, qui est un organisme qui gère les données sur les attributions de logement social dans le Pays de la Loire en Bretagne et qui, du coup, permet d'avoir une très bonne vision sur les personnes qui s'installent dans les logements sociaux. Très rapidement, je vais vous présenter les avantages et les inconvénients de ces données-là. Côté avantages, on a une indication très précise du lieu de résidence dans lequel les habitants résident. Je pourrais revenir peut-être par ailleurs sur cette information-là. D'autre part, elle couvre une période suffisamment longue puisque j'ai récupéré, moi, les données sur à peu près 10 ans. Enfin, on a beaucoup d'informations pour le coup sur le profil socio-démographique et sur les ressources économiques des ménages. Et on a donc une vision quasiment exhaustive des dynamiques de peuplement sur le parc social et, a fortiori, dans les quartiers d'habitat social. Ça fait la transition avec la première des limites de ces données, c'est que ce sont des données qui ne renseignent que les habitants du parc social. Donc, tous les quartiers prioritaires qui sont composés de copropriétés dégradées, comme ça peut être le cas en Ile-de-France, ou de logements locatifs privés dans certaines villes du sud-est, par exemple, la méthode n'est pas applicable dans ce cas-là, puisque s'il n'y a pas de logements sociaux,
ça ne sert à rien de récupérer les données sur les locataires des logements sociaux. D'autre part, il n'y a pas d'indication sur le nouveau logement. On connaît le lieu où il se situe. Par contre, on ne connaît pas ses caractéristiques. Est-ce que les ménages ont déménagé pour un logement plus grand, plus petit? Est-ce qu'il est plus cher, moins cher? Est-ce que c'est pour accéder à la propriété ou pas? On n'a pas cette information-là directement. Ensuite, il n'y a pas d'information sur les ménages qui sont restés dans le parc social. Or, comme il a été dit précédemment, une des hypothèses peut être que la paupérisation de ces quartiers peut être liée à l'appauvrissement des personnes qui, justement, ne déménagent pas. Pour cela, il vous sera présenté juste après moi une méthode alternative qui permet de suivre les ménages qui ne déménagent pas et ceux qui vivent sur le parc privé, que ce soit en tant que propriétaire ou locataire, à travers le suivi d'un locataire CAF. Et enfin, dernier point qui n'est pas forcément une limite, mais qu'il faut avoir en tête tout de même, c'est qu'il y a un énorme travail de préparation des données en amont. Et du coup, si moi, je peux vous présenter certains résultats préliminaires là que j'ai dans le cadre de ma thèse, c'est vraiment pas au détriment, mais en raison d'un travail de thèse très important qui a été effectué ces derniers mois pour pouvoir justement arriver à avoir de l'information propre. Je vais du coup vous présenter rapidement certains résultats préliminaires que permettent du coup d'avoir ces données-là. Très rapidement, je passe sur le contexte de Nantes Métropole, puisque c'est le terrain d'étude principal. Du coup, Nantes, une métropole qui est attractive, qui gagne environ 8000 habitants chaque année. Et du coup, c'est des conséquences directes sur le marché de l'immobilier, avec un marché qui est de plus en plus tendu et une forte hausse du coût de l'immobilier. Ici, sont représentées l'évolution du prix au mètre carré des appartements et des maisons à Nantes Métropole entre 2010 et 2012. Et du coup, on voit très bien sur ces graphiques que autour de 2016, il y a une forte hausse de ce coût de l'immobilier qui, du coup, sur les 5 dernières années, représente à peu près une hausse de 40% du coût de l'immobilier. Des loyers qui augmentent aussi en parallèle à un rythme moins élevé, mais qui augmentent tout de même, et des répercussions sur le parc social, avec des dynamiques propres à ce parc aussi, des constructions en berne, comme c'est le cas au niveau national, et du coup, un allongement des listes d'attente pour obtenir un logement social. Ici, sont représentés sur ce graphique entre 2001 et 2021. En orange, en bas, l'évolution des demandes satisfaites chaque année de logements sociaux, et en vert, l'évolution des demandes en cours. Donc, en 2001, on avait à peu près une attribution pour un peu plus de 3 demandes en cours. Aujourd'hui, c'est une attribution pour 6 demandes en cours. Donc, une très forte tension sur ce parc social. Et enfin, dernier élément de contexte, du coup, 15 quartiers prioritaires sur le territoire de Nantes Métropole. Ça représente à peu près 55 000 habitants. Et élément très important, du coup, par rapport à ce que j'ai dit précédemment, des quartiers prioritaires qui sont très majoritairement composés de logements sociaux, à plus de 90%, et du coup, qui permettent de rendre la méthode basée sur les données des bailleurs sociaux pertinente pour ce contexte-là. Et donc, qu'est-ce que ça donne d'un point de vue très pratique? Ici, du coup, on a le territoire de Nantes Métropole avec la commune de Nantes autour et les quartiers prioritaires que j'ai pas fait assez foncé, mais qu'on devine légèrement. Et du coup, si on représente toutes les mobilités résidentielles sur ce territoire, on obtient ce gribouillis-là et qui représente, du coup, pour chacun des flux, un passage de certains ménages, du coup, d'un quartier vers un autre. Et en fait, tout le travail maintenant, c'est d'arriver à faire dire quelque chose à ces flux-là, puisque cette image ne nous aide pas forcément beaucoup plus à comprendre les dynamiques de quartier en flux. Du coup, je vais vous présenter quelques premiers résultats préliminaires qui sont issus de cette thèse. Donc déjà, dans un premier temps, comme ça a été fait un peu pour l'INSEE, vous allez voir les résultats concordent à peu près, donc c'est plutôt bien, où déménagent les habitants des quartiers prioritaires. Donc ici, on a 100 points gris qui peuvent représenter du coup 100 habitants qui déménageraient
depuis un quartier prioritaire et on va voir où est-ce qu'ils s'installent. Quelle part d'entre eux déménage vers un nouveau quartier prioritaire, quelle part d'entre eux déménage dans le reste de la métropole, quelle part d'entre eux sortent de la métropole. Donc, si on considère 100 habitants qui déménagent depuis un QPV, on en a déjà 34 qui vont se réinstaller dans un QPV. Parmi ces 34-là, on en a 22 qui retournent vers le même QPV et 12 qui s'installent dans un autre QPV. On a donc 66 personnes sur 100 qui sortent de la géographie prioritaire lorsqu'ils déménagent. Et du coup, ces 66, ils se séparent encore en deux groupes. 44 en gris qui restent dans la métropole, mais hors d'un quartier prioritaire, et 22 qui quittent la métropole. Deuxième résultat, on va s'intéresser au rôle du parc social dans l'accès et dans le maintien des classes populaires dans la métropole. En effet, on sait qu'avec l'évolution récente des coûts de l'immobilier, il y a un fort risque d'éviction des personnes qui ont les contraintes budgétaires les plus resserrées des centres urbains dans lesquels le coût de l'immobilier est le plus élevé. Pour cela, on va comparer la part des habitants qui déménagent hors de la métropole parmi l'ensemble des habitants qui sortent d'un QPV, d'une part. Ça, c'est ce qu'on vient de faire. Du coup, on avait 22% des sortants d'un QPV qui sortaient de la métropole. Et maintenant, on va regarder la même chose parmi les personnes qui quittent le logement social, donc qui vont s'installer soit sur le locatif privé ou soit qui vont accéder à la propriété, avec du coup l'hypothèse que cette part va être plus élevée et traduire du coup une éviction des classes populaires des centres urbains. Donc, si on prend ces seuls ménages qui s'installent sur le parc privé par l'accès à la propriété ou en étant locataire, on en a donc 22 qui retournent vers un QPV et 37 qui quittent la métropole. Donc, si on recompare avec les chiffres qu'on avait tout à l'heure, donc si je quitte un QPV et que je ne retourne pas dans un logement social, j'ai 37% de chance de quitter notre métropole. Et c'était seulement le cas de 22% des déménagements quand on regardait l'ensemble des déménagements. Donc on voit bien qu'ici, le parc social, et notamment celui dans les QPV, joue un réel rôle pour les classes populaires pour se maintenir au sein de la métropole. Et enfin, un dernier résultat préliminaire qui concerne la proximité de ces déplacements. Ça a été dit aussi précédemment, mais il faut bien avoir en tête que ces déménagements sont avant tout des déménagements de proximité. Et du coup, ici, on va regarder la part des ménages qui déménagent au sein d'un quartier prioritaire. Donc, on en avait au niveau de l'ensemble des quartiers 34%, et on va voir ce que ça donne du coup selon les quartiers prioritaires. Ici, si on regarde au sud-ouest de la commune de Nantes, on a un très gros quartier prioritaire avec plus de 16 000 habitants, Bellevue, et on voit que parmi les habitants qui déménagent depuis un logement social de Bellevue, on en a 42% qui retournent dans un quartier prioritaire, dont 37% qui retournent au sein du même quartier prioritaire. Comme je viens de le dire, c'est un très gros quartier et du coup, c'est logique qu'il y en ait plus qui déménagent au sein du même quartier. Si on compare ça avec un quartier de taille plus restreinte, donc ici Port-Boyer, juste à l'est de l'Erle, on voit qu'il y en a que 23% qui déménagent en QPV et donc 11% qui déménagent au sein du même QPV. Donc, quand on voit ici les 11% qui déménagent au sein de Port-Boyer ou les 37% qui déménagent au sein de Bellevue, on se rend compte que c'est essentiel de regarder la diversité qui existe entre les quartiers prioritaires et que s'il y a des premières tendances qui dégagent entre quartiers prioritaires et reste des EPCI, c'est aussi très intéressant de regarder ce qui se passe entre les quartiers prioritaires qui ont des tailles différentes, des localisations différentes, des réputations différentes. Et du coup, ce que ça traduit, c'est des déménagements à proximité des quartiers. Et je vais le montrer avec des cartes de flux de déménagement. Donc, si on regarde les principaux flux de déménagement au départ de Bellevue, on a cette carte-là, avec du coup la plupart des déménagements qui ont lieu au sein même du quartier et aussi d'autres déménagements qui ont lieu vers les Bervallières juste au nord ou
des un peu plus rares, soit à Couëron à l'est, soit sur l'île de Nantes. Et si on fait la même carte, du coup, au départ de Port-Boyer, on obtient cette carte-là où on revoit encore cette très forte proximité. Et du coup, ça me paraît intéressant d'avoir ce résultat-là en tête, que de se dire qu'avant de déménager vers un QPV ou hors d'un QPV, on déménage d'abord à proximité de chez soi et du coup, ça dépend des opportunités qui sont accessibles directement autour de l'ancien lieu de résidence. Donc voilà pour quelques premiers résultats préliminaires. C'est un peu frustrant, j'aurais aimé vous présenter d'autres choses, mais c'est pas assez stabilisé malheureusement. Très rapidement, vous parlez de quelques questionnements à venir. Du coup, je vais essayer de travailler plus sur les caractéristiques des personnes qui s'installent et quittent ces quartiers-là. Comme ça l'a été dit avec l'étude de l'INSEE précédemment, ou même avec les cas fictifs de Maximilien en introduction, un réel intérêt pour calibrer au mieux l'action publique de connaître précisément le profil des personnes qui s'installent et qui sortent dans ces quartiers-là. D'autre part, essayer de travailler un peu plus pour identifier le profil justement de ceux qui restent dans les quartiers et qui pourraient justement être ces ménages qui sont assignés à résidence, de voir quelle est l'ampleur de ce phénomène-là et est-ce qu'ils ont des caractéristiques spécifiques. Et enfin, dernier point, un réel intérêt pour reproduire cette méthodologie dans des contextes différents, parce que comme je le disais, là, on est sur Nantes Métropole, une métropole très attractive, une forte hausse du prix de l'immobilier récemment, une forte tension sur le parc social, mais c'est pas forcément le cas de l'ensemble des EPCI qui ont des quartiers prioritaires. Et du coup, ce serait intéressant de pouvoir comparer les conclusions des résultats issus de ce travail à Nantes avec d'autres territoires, de même qu'il serait intéressant de comparer sur un même territoire différentes méthodologies, que ce soit celle de l'INSEE présentée précédemment ou celle que Luc Guibard va vous présenter avec l'exploitation de données de la PAF. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Hugo, pour ta présentation. Le temps défile. Du coup, on va être efficace sur les questions. Il y a quelques questions qui reviennent. Alors déjà, sur la nature des données, il y avait des besoins de précision. Est-ce que c'est des données donc internes aux bailleurs? Est-ce que c'est des données du SNE? Alors, les données sur les attributions de logements sociaux, c'est des données effectivement du SNE. Mais par contre, les données sur les locataires qui quittent les logements sociaux, ça, c'est pas des données du SNE, c'est des données propres aux bailleurs sociaux, sauf dans le cas où on a des personnes qui quittent un logement social pour se réinstaller dans un logement social. Là, du coup, on a effectivement une attribution de logement social et c'est donc dans le champ des données couvertes par le SNE. Peut-être tu peux nous dire 2 mots sur la qualité de ces données internes aux bailleurs. Alors, peut-être ce que je peux dire, effectivement, ça fait partie du point de un gros travail est nécessaire pour les exploiter, c'est que du coup, qui dit des données propres aux bailleurs, dit des façons de les stocker, de les renseigner qui sont spécifiques à chaque bailleur, et du coup, un gros travail d'harmonisation pour pouvoir rendre toute cette information intelligible et comparable. Et peut-être un dernier point aussi pour dire que ces données des bailleurs, en tout cas pour les caractéristiques des ménages, elles sont issues principalement des enquêtes OPS et SLS qui permettent du coup d'avoir les caractéristiques des ménages qui occupent le parc social. Après, il y avait des questions plus contextuelles sur le cas d'études à Nantes Métropole par rapport aux projets en rue et notamment à Bellevue et aux opérations donc démolition, reconstruction et donc de relogement. Est-ce que tu as pu un peu comprendre l'incidence de cette politique-là, pardon, sur les mobilités des ménages? Alors, j'ai pas traité ce point-là encore directement. Et justement, un des intérêts de l'étude, c'est de sortir de la focale renouvellement urbain pour s'intéresser vraiment au déménagement quotidien, en fait, parce que du coup, c'est un effectif qui est beaucoup, beaucoup plus large que les simples relogements, même si ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'y intéresser et les évaluer. Mais l'objectif de l'étude, c'est vraiment de s'intéresser au déménagement de la vie de tous les jours, entre guillemets. Et du coup, j'ai pas pour l'instant d'éléments en particulier sur les relogements. Ok, et tu penses pas que ça peut avoir une incidence justement sur les cas que tu as pu présenter, notamment à Bellevue, où il y a eu, je sais pas les chiffres en tête, mais quelques démolitions quand même?
Oui, si, c'est sûr que, en tout cas pour l'accès enfin, les flux résidentiels entre certains quartiers, ça peut en effet avoir une incidence. Après, enfin, vu que j'étudie, du coup, c'est vrai que je l'ai pas dit, c'est une information importante, mais je couvre à peu près une période de 10 ans, c'est à peu près 60 000 déménagements qui sont couverts. Et du coup, les relogements sont un peu noyés dans la masse là-dedans. Et j'ai pas l'indication précise des cas où des ménages ont été relogés. Du coup, je peux pas étudier ça directement. Ok. Euh, je baille un peu les questions. Euh, Est-ce que dans ton étude, tu peux avoir un suivi ou réussir à appréhender les décohabitations? C'est pas des éléments que tu peux avoir. Ouais, si on peut voir ça parce que du coup, c'est vrai, merci Ambre pour la correction des sources des données, mais du coup, on a effectivement accès alors d'une part aux caractéristiques des ménages qui obtiennent un logement social. Du coup, on peut voir s'ils sont jeunes ou pas, et on connaît le motif de la demande et la décohabitation en est un, donc ça permet de regarder ce phénomène en effet. Puis peut-être une dernière question, un peu peut-être plus prospective. Est-ce que dans tes premières analyses, ça veut dire que les habitants qui sortent qui sortent du quartier sont toujours renvoyés un peu plus loin du centre-ville? Est-ce qu'il y a un phénomène comme ça peut-être pas d'éviction, mais en tout cas d'éloignement? Ben, ce qu'on voit, c'est que il y a un phénomène d'éloignement déjà qui est plus fort lorsque les personnes quittent le parc social. Et par contre, c'est pas un phénomène qui est totalement universel parce que comme on le voyait tout à l'heure, il y a quand même une majorité de personnes qui redéménagent dans notre métropole hors d'un quartier prioritaire et du coup qui sont ni exclus de la métropole ni retournent dans un quartier prioritaire et du coup ces cas-là sont quand même assez nombreux. Et il me semble parce que du coup j'ai un peu suivi les travaux de Hugo, que tu vas aussi analyser les profils des quartiers dans lesquels les habitants déménagent, non? Pour un petit peu, mieux identifier ces profils de mobilité. Oui, oui, exactement. Là, j'ai fait quelque chose de très basique aussi, parce que compte tenu du temps. Mais en effet, il y aura des analyses plus fines qui seront faites pour voir est-ce qu'on s'installe plus souvent dans un quartier de centre-ville, dans un quartier où il y a beaucoup de propriétaires, dans des différents types de quartiers ouais, qui seront définis.